Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Panique pour l'obtention du crédit, le plan de sauvetage en 7 étapes. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un cas de quelqu'un qui m'a contacté sur Instagram et qui me contacte un petit peu en panique parce qu'elle a du mal à obtenir son crédit bancaire. Et dans cet épisode, je vais à la fois vous expliquer comment faire pour vous éviter de vous retrouver dans cette situation, parce que ça ne doit pas être bien confortable, et maintenant qu'il s'est mis dans cette situation, quelles sont les étapes que moi je lui recommande pour essayer quand même de sauver les meubles. Alors, voilà comment je vais structurer les choses. Tout d'abord, en fait, je vais vous expliquer cette personne. Donc cette personne, je n'ai pas envie de donner son prénom ni rien du tout, aucune info, parce que voilà, pour des raisons de confidentialité, je préfère, voilà, c'est une personne, ok ? Je pense que c'est un homme, je crois, sur la photo en tout cas, qui d'ailleurs avait hésité à rentrer dans le club en septembre l'année dernière, mais qui n'avait pas pu rentrer parce qu'elle n'avait pas les fameux 30 000 € de côté minimum pour pouvoir rentrer dans le club, parce que c'est une condition sine qua non pour rentrer dans le club des investisseurs sereins. Et donc, elle s'est dit, comme je ne peux pas rentrer dans le club des investisseurs sereins, je vais me débrouiller tout seul pour me lancer dans mon investissement. Elle a réussi à trouver un investissement qui lui semble rentable, dont il est absolument enthousiaste. Et alors, donc, j'explique rapidement. Je vous écris avec beaucoup d'espoir. Je vous suis depuis un moment et je n'ai pas eu l'occasion de rentrer dans votre club, faute d'apport. J'ai bossé de mon côté et trouvé un super projet. Vraiment, il est top, rentable, un équilibre foncier-travaux parfait. J'ai malheureusement beaucoup de difficultés à trouver un crédit. Les banques me demandent des apports lunaires. 50 000 € d'apport pour un immeuble à 165 000 €. Je suis pourtant cadre ingénieur en CDI sans aucun crédit en cours actuellement. Je n'ai plus que 1 mois pour obtenir un crédit avant la fin de mes conditions suspensives. Et donc en gros, la personne me demande si j'avais un bon contact, un courtier, quelqu'un de spécialisé pour le sauver. Voilà, évidemment, je n'ai pas de contact magique. Pour moi, le contact magique, c'est soi-même et il va falloir se bouger et je vais t'expliquer comment tu vas faire. Alors, la première chose que j'avais envie déjà de discuter, c'est comment est-ce que la personne se retrouve dans cette situation-là. En fait, la première chose, c'est qu'il y a une raison pour laquelle on refuse les personnes dans notre club qui ont moins de 30 000 € de côté. Parce que, en fait, en dessous d'une certaine somme, c'est pas une question d'apport. C'est pas parce que tu vas mettre en apport 30 000 € dans ton projet. C'est juste qu'il faut que tu montres que tu as une épargne solide à ton banquier pour lui montrer que tu as un profil justement qui est viable, intéressant pour le banquier. Quand on a une épargne trop faible, et je le dis régulièrement dans le podcast, c'est que c'est le plus grand problème que l'on puisse avoir. C'est-à-dire que le taux d'endettement, il est surmontable. Avoir trop peu d'épargne, c'est très difficile à surmonter. Mais bon, on va quand même essayer de sauver les meubles dans cet épisode, mais j'ai quand même envie que vous preniez vraiment conscience de cela, que l'épargne, en fait, c'est vraiment la clé de l'investisseur et que c'est pour ça et que, en fait, le fait d'avoir que 20 000 € de côté rend déjà le dossier bancaire assez fragile, même si je suis d'accord avec lui, pour un prêt, si c'est 165 000, alors je ne sais pas si c'est travaux inclus ou pas, mais en tout cas, ça me paraît beaucoup d'apports demandés pour 50 000 € alors que la personne n'a pas de dette. Donc on va travailler ça. Ensuite, pour éviter de se retrouver dans cette situation, peut-être, et ça je ne sais pas, je le suppose parce que je n'ai pas toutes les informations, est-ce que cette personne a pris suffisamment de rendez-vous bancaires ? Pourquoi ? Parce que parfois, et ça arrive de temps en temps, les personnes par excès de confiance se sont retrouvés à se dire je vais contacter ma banque traditionnelle, enfin celle avec qui je travaille habituellement, plus une autre, et puis j'aurai 2 sons de cloche, et puis voilà. Et puis les gens, ils font traîner, il y a les ponts du mois de mai,
on n'a pas de nouvelles, et puis là, d'un seul coup, le verdict tombe, ok, mais on vous suit, mais 50 000 € d'apport. Et l'autre a dit, non, on vous suit pas pour X raisons. Moi, je ne sais pas. Et donc, ça fait que, en fait, c'est la cata. C'est la cata, parce que tu te retrouves bredouille, t'as attendu 2 mois, et donc t'es déjà, entre guillemets, dans la course du compromis, alors que tu pensais que ça allait le faire facilement. En fait, c'est l'excès de confiance au départ qui fait que, en fait, à la fin, tu te retrouves un petit peu pris au dépourvu. D'ailleurs, nous, ce qu'on fait de façon quasiment systématique, c'est qu'on essaye de négocier 3 mois pour obtenir un crédit bancaire. Par défaut, les agents IMO, des fois, ils mettent 45 jours, 60 jours. Essayez de négocier 90 jours en leur disant, à chaque fois, vous trouvez une excuse. Si c'est en mars-avril, vous dites qu'il y a les ponts du mois de mai, donc il faut 90 jours. Si vous êtes en juin-juillet, vous dites qu'il y a le mois d'août, donc il vaut mieux prévoir 90 jours plutôt que pas assez. Voilà, si vous êtes en novembre-octobre, vous dites, ah oui, mais il y aura Noël, donc du coup, il faut prévoir 3 mois. Donc à chaque fois, vous trouvez une excuse, mais vous essayez de négocier dans votre compromis d'avoir 90 jours pour obtenir votre prêt. C'est beaucoup plus confortable que la durée par défaut que les banques proposent. Donc ça, c'était ça. Donc, voilà, juste, peut-être, je ne sais pas, il a fait trop peu de rendez-vous au démarrage. Ok ? L'autre point, c'est quand on a très peu d'apports, en fait, il faut essayer d'envisager l'acte en main pour faciliter l'obtention d'un financement quasiment sans apport. C'est-à-dire que l'acte en main, c'est une astuce juridique ou je ne sais pas comment dire, administrative, pour que dans le document que l'on apporte à la banque, les frais de notaire soient inclus dans le montant global. Ça passe plus ou moins inaperçu aux yeux du banquier, ça dépend des banquiers, mais bon, voilà, t'as quand même une chance sur 2 que ça passe inaperçu. Donc tu le tentes, et ça te permet de encore plus facilement justifier de mettre peu d'apport. Voilà, donc ça c'est l'acte en main, c'est un peu technique, je vous avoue que on galère même avec les membres du club à leur expliquer comment ça fonctionne, qu'ensuite eux doivent expliquer à leur notaire, expliquer à l'agent IMO, expliquer aux vendeurs comment ça fonctionne. Mais donc c'est pas une technique facile pour quelqu'un qui est tout seul dans son coin et qui n'a pas l'expérience. Mais pourquoi pas la tenter, si jamais vous êtes un petit peu courageux et vous cherchez sur Internet comment fonctionne un acte en main. Mais ça peut vraiment être une solution pour mettre le moins d'apport possible, surtout quand vous êtes ric-rac. Mais bon, là, en l'occurrence, le compromis est déjà signé, donc ça n'aide pas non plus. Mais voilà, je vous donne les pistes pour que les auditeurs, vous évitiez cette situation si jamais ça vous arrive. Ensuite, quatrièmement, moi, ce que je vous recommande aussi, si jamais vous avez très peu d'apport au début et que vous êtes assez ric-rac, c'est de pourquoi pas trouver un prêt familial avant d'attaquer les recherches et le financement bancaire. Parce que ça, c'est une technique que certains utilisent. Tu vois, par exemple, t'es jeune, t'as 25 ans, t'as 20 000 € de côté, tu sais que c'est un peu juste pour aller voir les banques, mais t'as quand même envie de te lancer un investissement immobilier. En fait, ça coûte pas grand-chose, si t'as des bonnes relations avec ta famille ou certains de tes amis, de leur dire, écoute, est-ce que tu peux me prêter 20 000 € ou prêter 10 000 € ou prêter 30 000 €, enfin je sais pas, peu importe le montant, et ou une donation si c'est tes parents, voilà, éventuellement, je sais pas, si jamais ils ont de l'argent, voilà. Mais si ça fait partie d'une chose qui est possible pour toi, j'ai pas du tout dit que c'était possible pour tout le monde, je précise, mais si c'est quelque chose qui est possible pour toi, ça peut être pas mal. Évidemment, ce prêt, vous pouvez même le faire de façon notariée, avec un papier qui dit que un tel vous a prêté tant d'argent et doit être rendu à telle date ou dans telles conditions, etc. Donc ça, évidemment, il n'y a pas de souci, vous le faites et vous notez les choses proprement pour rassurer la personne. Mais ce qui est magique avec ça, c'est que la banque ne le sait pas qu'il y a eu un prêt. Parce que c'est pas écrit, il n'y a pas des mouvements d'argent. C'est-à-dire que vous ne faites pas un prêt avec vos parents ou vous faites un versement tous les mois avec vos parents. Vous essayez de leur dire, écoutez, c'est juste le temps que je trouve mon financement bancaire avec le projet que j'ai envie de faire. Et une fois que je vais passer par la banque, là, je commence à vous rembourser, mais pas avant. J'ai pas envie d'avoir des mouvements bancaires. Pourquoi ? Parce que du coup, quand tu te présentes à la banque, tu as un petit pactole personnel qui est plus important et eux ne savent pas que c'est de l'argent qui vient d'un prêt. Okay ? Un prêt personnel de tes parents. Donc ça, c'est une astuce que beaucoup utilisent. Je ne dis pas que c'est la plus légale du monde, mais en tout cas, beaucoup de personnes l'utilisent et je trouve que c'est assez peu sans risque quand même. C'est plutôt sans risque. Voilà. Et enfin, travailler les drapeaux rouges en amont de son projet, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des drapeaux rouges que vous avez mis en place. Par exemple, peut-être que vous utilisez des comptes bancaires modernes du genre Revolut ou je ne sais quel compte... voilà, je n'aurais pas vous donner 50 noms parce que je ne suis pas une experte sur tous ces comptes
Je sais qu'il y a plein de banques, on appelle ça les néobanques, vous savez, qui sont basées en Estonie ou aux États-Unis. Enfin bref, on ne sait même pas vraiment où elles sont basées, qui ne sont pas des vraies banques traditionnelles. Ça, pareil, ça pue, il ne faut surtout pas faire ça. Peut-être que vous avez des découvertes de temps en temps, peut-être pour des raisons que vous considérez comme justifiées. Peut-être que vous devez faire des avances de frais de déplacement pour votre employeur et du coup, vous attendez à chaque fois qu'il vous rembourse les frais de déplacement et à chaque fois, ça vous met à découvert. Mais pareil, ça, en fait, on s'en fiche de votre excuse. Vous n'avez pas le droit d'être à découvert, jamais, jamais. Bref, donc tout ça, en fait, ce sont des petits drapeaux rouges qu'il faut travailler en amont. Vous assainissez bien vos finances, vous mettez en place un virement automatique vers un compte épargne tous les mois. Bref, il y a tout un panel de choses à mettre en place avant de vous lancer dans votre investissement et après d'aller voir les banques. Même si vous avez l'impression d'avoir un profil qui devrait être facile parce que vous n'avez pas encore de crédit. Essayez d'optimiser les choses pour obtenir le meilleur crédit possible. Donc ça, c'est la première chose que j'avais envie de travailler avec vous, c'est comment on fait pour éviter les choses en amont. Maintenant que c'est fait, d'accord ? Parce que la pauvre personne qui m'a contactée, c'est fait, maintenant c'est trop tard, donc ce que je vous ai parlé, c'était juste pour vous éviter que ça vous arrive. Maintenant que c'est arrivé, comment est-ce qu'on fait les choses ? Quel est, moi, mon plan d'action que je mettrai en place pour que ça fonctionne correctement, en tout cas de mettre toutes les chances de son côté, pour réussir à rattraper la situation. Alors, la première chose que je ferais, ce serait éventuellement de commencer à tâter le terrain d'une éventuelle prolongation de compromis. Donc ça, vous voyez, en fait, en gros, on est dans une situation de crise, là. On est dans une situation de crise, donc déjà, on essaye de travailler un petit peu les différents bateaux de secours qu'on a envie de se préparer. Le premier bateau de secours, c'est d'avoir une prolongation pour obtenir le crédit. D'accord ? Après, on va voir comment on va faire tout mettre en œuvre pour réussir à obtenir le crédit. Mais déjà, pourquoi pas faire une prolongation ? Le problème d'une prolongation de crédit, c'est que ça fait tâche, 2 jours avant la fin du compromis, d'appeler l'agent en mode « Ah, finalement, on peut prolonger de 30 jours, s'il vous plaît ?» Ouais, mais l'agent, il va te dire « Oui, mais attends, vous m'avez pas prévenu, je suis pas au courant, je savais pas qu'il y avait des problèmes. » Entre guillemets, ça va venir un peu comme un cheveu sur la soupe, ça va apparaître comme quelque chose de pas professionnel. Moi, personnellement, assez rapidement, j'appellerai l'agent immobilier, je lui dirai « Écoutez, les retours ont été très tardifs avec les ponts du mois de mai. J'ai déjà obtenu une proposition, mais elle n'est pas encore convenable à mes yeux parce qu'il me demande trop d'apports. Enfin, pourquoi pas être transparent, parce qu'en l'occurrence, il a déjà eu une proposition de crédit, mais qui demande un apport trop important. Et donc, tu préfères prolonger parce que tu as d'autres rendez-vous bancaires qui vont venir. Donc, tu prépares, entre guillemets, le terrain. Tu dis, écoutez, peut-être que je vais y arriver là dans les prochaines semaines, mais peut-être que ça risque de déborder un petit peu. Donc, je préférais vous prévenir en amont de la chose. Voilà. C'est un peu un appel de courtoisie. Peut-être que la personne ne va pas être contente, mais au moins, tu as préparé mentalement l'agent à réussir à faire patienter les vendeurs si jamais il les a au téléphone. Bref, tu vois, à la fois les rassurer, tu leur as tenu au courant que tu t'es bougé, tu travailles sur le projet, tu as déjà eu une proposition de crédit, mais juste qu'elle ne te convient pas, parce qu'il te demande trop d'apports et que donc, du coup, t'essayes... voilà, tu tâtes le terrain, c'est important dans la communication, ok ? Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, direct aussi, demain matin... au moment où tu écoutes l'épisode, tu prends directement rendez-vous avec 10 nouvelles banques. Je ne sais pas combien de banques tu as déjà faites. Maintenant, il va falloir que tu pratiques le langage du banquier. Il va falloir que tu t'habitues. Je ne sais pas combien de banques tu as déjà fait. Tu prends 10 rendez-vous demain matin. Surtout si c'est pour toi l'affaire du siècle et que tu en es convaincu que c'est une super opportunité. Évidemment, je pars du principe dans cet épisode que c'est une super opportunité, ce que tu as trouvé. Moi, je n'en sais rien, je ne sais pas c'est quoi ton projet, mais si vraiment c'est l'opportunité que tu n'as pas envie de louper, tu appelles et tu vises 10 banques à avoir un rendez-vous. Je précise que ce n'est pas grave si tu as déjà eu un rendez-vous avec, je ne sais pas, par exemple, la caisse d'épargne de là où tu habites dans ton village ou dans ta ville. Tu as le droit de prendre un rendez-vous avec une autre caisse d'épargne qui est à 5 km de là, avec un autre conseiller. En fait, tu as le droit de multiplier les agences, même si c'est dans la même banque. Okay ? Ça, c'est pas du tout un problème, parce que tu peux te retrouver avec un autre agent qui est... pourquoi je dis agent ? Un autre banquier qui est beaucoup plus à même à t'écouter, à te recevoir. Donc, ne te fixe pas en mode... Ah oui, mais j'ai déjà vu toutes les banques. Non, t'as pas vu toutes les banques, en fait. Je suis sûre que t'as pas fait toutes les agences de ta région, de différentes banques. En général, nous, les banques qu'on aime bien, il y a CIC, LCL,
Crédit mutuel, ouais, on peut continuer, caisse d'épargne. Voilà, franchement, il y a plein de banques qui font des très bons prêts. Voilà, tout cela, il faut que tu les contactes. Société Générale, des fois, ils font des bons prêts aussi. Enfin, franchement, voilà, tu vois large, tu vois en fonction de ce que tu as. Et tu balances. Fais des rendez-vous bancaires. Alors, je ne sais pas si le bien dans lequel tu investis, il est à côté de chez toi ou est-ce qu'il est loin de chez toi. Moi, je t'invite à faire à la fois des rendez-vous près de chez toi, mais aussi, si jamais ton bien, il est plus loin, il a 1 heure de route, d'aller faire des rendez-vous bancaires dans les banques qui sont à côté du bien que tu achètes. D'accord ? N'hésite pas à faire ça parce que parfois, ça facilite les choses. Donc ça, c'est la deuxième action. Troisième action, je veux que dès maintenant, tu vis comme un moine tibétain et tu arrêtes toutes les dépenses inutiles sur tes comptes en banque. D'accord ? Parce que je ne sais pas pourquoi, entre guillemets, tu as que 20 000 euros de côté. Peut-être que tu fais de ton mieux, j'en suis certain, mais si tu es cadre ingénieur, probablement tu gagnes quand même correctement ta vie. Donc il va vraiment falloir que tu mettes un petit coup de boost sur tes dépenses, justement, un petit coup de boost sur ne pas dépenser pour que tu réussisses à remettre encore un petit peu d'argent de côté et améliorer. Même si tu vois, c'est que peut-être que 500 000 euros que tu vas réussir à mettre en plus de côté ce mois-ci, mais très bien, c'est toujours ça de prix. Ok ? Donc tu montres en fait vraiment cet exemple. Parce que forcément, si tu te payes des vacances à 1500 balles juste avant d'aller prendre le rendez-vous chez le banquier et qu'ils voient un gros virement de 1500 euros pour aller peu importe où, au camping ou au truc, au machin, ou n'importe quelle dépense, bah ça fait tâche, c'est tout, ça fait tâche. Autant mettre toutes les chances de son côté. Je dis pas que ça va faire une grande différence, mais tous les efforts sont bons à prendre. Quatrièmement, je veux que tu réfléchisses à quel est potentiellement les drapeaux rouges que tu as. Parce que tu as peut-être des drapeaux rouges. Je ne sais pas, je ne connais pas ton dossier dans l'ensemble, mais c'est vrai que ça me paraît surprenant qu'il y ait une demande de 50 000 euros d'apport pour un projet à 160 000. Ça me paraît étonnant, je trouve. Donc même si ton petit drapeau rouge, c'est déjà le fait que tu aies que 20 000 euros d'épargne, et du coup ils se disent, oh là là, bah, si on lui demande de mettre 10 000 ou 15 000 euros d'apport, bah, il lui reste plus que 5 000 euros, donc son épargne résiduelle, bah, il n'y a presque plus rien, donc le moindre projet, bah, il est le bec dans l'eau, donc ça c'est ton premier drapeau rouge, mais ça malheureusement tu ne peux pas le régler comme ça. Donc les autres drapeaux rouges, c'est est-ce que tu as des comptes bancaires hors système, comme je l'ai expliqué tout à l'heure ? Est-ce que peut-être tu as des placements en bourse ? Il y a des plateformes d'investissement en bourse. Ça pue. Tout de suite, tu ramènes ça sur tes comptes bancaires classiques. Les jeux d'argent, pareil. Je sais pas si tu vas au loto, tu fais des trucs comme ça, s'il y a des mouvements d'argent chelous. Si tu retires de l'argent liquide aussi, ça fait bizarre toujours, le banquier il aime pas. Voilà, essaie de réfléchir, est-ce qu'il y a des choses qui ont peut-être déjà mis la puce à l'oreille que tu te dis, je suis peut-être pas parfait sur ça, tu vois. Je suis peut-être pas le meilleur client non plus. Est-ce que tu as peut-être des découvertes occasionnelles ? Tu vois, je ne sais pas. Mais il y a probablement peut-être des choses qui sont mal gérées en amont. Et si jamais tu le sais, peut-être que tu peux corriger certaines choses. D'accord ? Fermer certains comptes, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des choses à faire pour renflouer tout ça. Peut-être même que tu peux demander un virement à tes parents ou à quelqu'un que tu connais de 2 000, 3 000, 4 000 euros, si ça peut aider éventuellement en disant c'est quelqu'un qui t'a dû te rendre de l'argent, peu importe, de toute façon c'est trop tard, le banquier verra qu'il y a un virement positif, mais s'il y a quelqu'un qui te fait un virement de 2 000 euros, c'est mes parents, je leur avais prêté 2 000 euros, ils me les ont rendus, bon en vrai c'est pas que toi c'est pas eux qui te les ont prêtés, c'est pas toi qui leur a prêté, c'est eux qui te les ont prêtés, mais au moins ça fait que t'as un compte bancaire un petit peu plus garni, donc c'est pas plus mal, ok ? Ensuite, 5e étape, moi je pense qu'il faut qu'on revoie ton dossier bancaire. Pourquoi ? Parce que je sais pas, tu me disais que ton dossier était ficelé, il était prêt. Je vois souvent des dossiers bancaires, c'est surtout Cyril qui les étudie, ainsi que nos coachs banques spécialisés dans notre club. Et malheureusement, souvent les gens ne font pas des dossiers bancaires aussi bien que ce qu'ils pourraient le faire. En gros, il y a beaucoup d'axes d'amélioration à faire sur ce dossier bancaire. Donc, moi, je t'invite à te reposer, comme ça tu te poses, tu relis ton dossier bancaire et tu réfléchis. Est-ce qu'il y a des choses que tu penses que tu pourrais peut-être enlever et ou rajouter ? En général, c'est plutôt d'en dire trop sur le projet immobilier que d'en dire pas assez. Je m'explique qu'est-ce que moi j'attends dans un dossier bancaire. Premièrement, tu te présentes brièvement. T'expliques tes revenus, l'ancienneté dans l'entreprise que tu as, parce que donc tu es salarié. Ensuite, tu présentes le projet d'investissement locatif comme un projet en version longue durée. Ok ?
C'est-à-dire que tu ne parles pas de location courte durée si tu fais de la location courte durée. Ça, le banquier, il ne veut pas le savoir. Tu présentes ça comme un projet locatif en location longue durée. Deuxièmement, tu prévois des attestations d'estimation des loyers après travaux. Ça, n'hésite pas, au moment de l'appel de l'agence, tu dis, écoutez, j'ai mon banquier d'ailleurs qui m'a demandé une attestation d'estimation de loyer après les travaux du bien immobilier. Est-ce que vous pouvez me fournir ça? Ça pourrait me faciliter pour accélérer le financement bancaire. Évidemment que l'agent qui te vend le bien, il va te le faire rapidement. Ok? Ça, c'est important. Je ne sais pas si tu es arrivé tout de suite chez le banquier avec des attestations d'estimation de loyer. Ensuite, ne pas mettre de photos du bien s'il fait peur. Ok, c'est important. Si jamais vous avez acheté une ruine ou un truc qui est dégueulasse, n'en mettez pas les photos. Pourquoi faire ça? Pourquoi mettre les photos du bien où le banquier va voir à l'intérieur que vous achetez une ruine? Donc si c'est quelque chose où il y a beaucoup de travaux à faire dedans, s'il vous plaît, ne mettez pas les photos où on voit le bien avec plein de travaux à faire dedans. Le banquier, ça le fait juste flipper. Vous lui dites juste que c'est un appartement ou un petit immeuble, je ne sais pas exactement ce que tu achètes, et il n'y a pas besoin de mettre de photos du bien. Vraiment, il n'y a pas besoin. D'accord? Sauf s'il est nickel. Mais s'il n'est pas nickel, c'est pas la peine. Ensuite, pour le devis travaux, moi, je te conseille d'avoir donc un devis fait par une entreprise. Et l'idée, là, en enregistrement de l'épisode, c'est que peut-être que tu n'as pas tenté aussi d'aller voir les banques en mode résidence principale. Parce que je ne sais pas où est-ce que tu achètes, mais ça peut être aussi un autre axe. Tu refais un dossier en mode j'achète pour une résidence principale, étant donné que de ce que tu m'as dit, tu n'as aucun crédit. Donc, si tu fais passer ça comme une résidence principale, ça passera probablement beaucoup plus facilement que si tu le passes en locatif. Donc je ne sais pas, est-ce que tu n'as pas de résidence principale? Peut-être que tu n'en as pas, peut-être que tu es déjà propriétaire et que tu as tout remboursé, parce que tu m'as dit que tu n'avais aucun crédit en cours. Donc il faudrait potentiellement travailler aussi un dossier bancaire en version « j'achète ma résidence principale ». Okay, donc ça, il faut le travailler aussi. C'est un autre dossier, tu vois, c'est 2 dossiers bancaires différents, et tu te dis, à la limite, sur les 10 banques que tu vas voir, la moitié, tu les fais en expliquant un projet locatif, et l'autre moitié en expliquant un projet de résidence principale. Faut faire ça, en fait. Franchement, honnêtement, si tu n'as rien à perdre, pour moi, il faut le tenter comme ça. Et évidemment, tu as le droit d'acheter une résidence principale. Et puis finalement, au bout d'1 an, tu as fini les travaux. T'emménages avec ta copine qui, elle, est en location. Et bah, du coup, pas de bol. Du coup, comme tu as décidé d'emménager ensemble avec ta copine, bah, tu n'as pas envie de vendre le bien. Du coup, tu le mets en location. Point. C'est légal, d'accord? C'est juste l'intention de départ qui peut être contestée, mais en l'occurrence, t'en sais rien, personne ne va pouvoir prouver que tu avais l'intention d'acheter ce bien pour faire du locatif. Tu as l'intention de l'acheter pour faire de la résidence principale et après tu changes d'avis. Donc ça, c'est le dernier axe encore que j'ai en tête. Ensuite, 6e point, il faut que tu travailles un plan B, d'accord? Éventuellement, voir si jamais tu peux t'associer, demander un prêt d'argent auprès de tes parents, essaye de trouver une solution éventuelle pour réussir à, si jamais tu ne trouves pas mieux, bah quel pourrait être le plan B? Et moi, je pense que tu as quand même encore beaucoup de choses à travailler sur le plan A. Hein. Et 7e, dès que tu as une banque qui te dit oui, avec un apport qui est raisonnable et que tu peux absorber, tu dis oui. Tu dis oui. Bien sûr, si c'est pas idéal, tant pis, tu dis oui. Parce que l'erreur, en fait, parfois, c'est d'attendre la super proposition avec moins de 5 000 € d'apport sur un projet à 165 000 et du coup, tu dis refuses à tout le monde qui te dit 10 000 ou 15 000 d'apport. Honnêtement, c'est irréaliste de penser que tu vas trouver un prêt à moins de 10 ou 15 000 € d'apport, surtout si tu n'as pas fait d'acte en main. Ça va être très compliqué, d'accord ? Sauf si éventuellement tu le fais passer en résidence principale. Franchement, honnêtement, il y a encore moyen que tu t'obtiennes mieux, mais voilà. Sur ce, en tout cas, j'espère que ça t'a fait du bien, cet épisode. J'espère aussi que les autres qui écoutent sont inspirés par tout ce que je vous ai expliqué. Vraiment, je te souhaite que c'est une bonne chose que tu réussisses à obtenir ce prêt. Évidemment, je n'ai pas du tout connaissance du projet que tu achètes. Ça se trouve, tu vas appliquer tout ce que je dis et tu vas obtenir un prêt bancaire. Et en fait, ça va être un projet foireux à cash flow négatif. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout c'est quoi le projet que tu es en train de faire. J'espère que c'est un beau projet avec un beau cash flow positif, parce que forcément, avec l'épargne que tu as, il faut réussir à faire des projets qui vont t'aider à renflouer ton épargne. C'est hyper important, parce que ça va être ton point faible pour pouvoir enchaîner les investissements. Donc, continue, ne lâche pas l'affaire. Pour la petite anecdote, l'un de nos coachs financement bancaire est un acharné du rendez-vous bancaire. Il est excellent pour ça, il en a fait une 30aine pour l'un de ses projets, donc il sait, c'est pas parce qu'une banque dit non que l'autre va dire non aussi. Donc vas-y, il faut que tu y crois. C'est beaucoup dans la tête, donc
Vas-y, fonce, fonce, fonce. Je te souhaite plein de courage. Et sur ce, je souhaite à tout le monde une excellente journée et à bientôt.